en fait, moi, ce que je vais essayer de partager avec vous pendant cette demi-heure, c'est effectivement vous démontrer à quel point cette question des nouveaux modèles dans la mode est un sujet pour vous tous, qui est un sujet mûr, un sujet évidemment critique, critique au sens d'une absolue nécessité à activer dès que possible. Et j'ai envie de dire, fast and green, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, pardon, c'est aujourd'hui. Et puis, au-delà d'une complexité constatée, parce que ça touche la chaîne de valeur, Clarisse en a parlé, les métiers, ça touche aussi la lecture économique de la performance des marques, c'est un sujet extrêmement positif. Extrêmement positif parce qu'il permet de la résilience et de la pérennité, extrêmement positif parce qu'il permet aussi de créer une nouvelle valeur, et puis extrêmement positif parce qu'il contribue aussi à une économie souhaitable et responsable. Alors, je vais vous partager ma présentation. Elle s'articule en deux temps. Le premier temps, c'est une mise en perspective avec quelques éléments clés de synthèse et d'enseignement issus de l'étude des nouveaux modèles économiques. Où ce que je trouvais très intéressant ce matin de partager avec vous, c'est justement une qualification de ces enjeux pour les dirigeants. Et puis, une deuxième partie qui fera un zoom justement sur les éléments structurants de la chaîne de valeur qui peuvent être activés. Je sais que Annick et l'ensemble de l'équipe sont très sensibles à ce que ces journées puissent aussi vous donner des éléments activables, des choses très opérationnelles, au-delà, je dirais, d'études quantitatives ou qualitatives qui sont sur le marché. Et donc, j'essaierai sur une des thématiques du modèle marchandise de pouvoir rentrer un petit peu en finesse dans le détail. Et puis moi, l'objectif de ces 20 minutes, c'est au fond de chercher à partager avec vous et à vous démontrer la capacité de mise en action de tous. Vous verrez qu'aujourd'hui, les éléments qu'on a pu construire dans le cadre de l'étude, ils sont vrais pour tous, qu'on soit un petit acteur ou un gros acteur, international ou national, DNVB ou modèle traditionnel. Et donc, avec cette capacité à se dire que les leviers activables sont extrêmement nombreux et surtout avec le rejet d'une vision univoque, monomodèle, qui serait, je dirais, quelque part stérile par rapport à la richesse de notre secteur et sa dimension protéiforme qu'elle a toujours connue et qui fait son unicité. Donc, effectivement, premier élément, remise en perspective, où moi, je vais m'adosser très humblement sur l'étude qu'on a publiée avec l'IFM pour le défi et l'ensemble des fédérations de la mode il y a quelques mois. C'est une étude qui est disponible pour tous, que vous pouvez évidemment télécharger sur le site du défi, sur l'ensemble des sites des fédérations et puis également sur le site de Kea Partners et de l'IFM, qui ont fait l'objet de webinaires. Je voulais juste revenir sur l'objet de cette étude, c'était à ce moment-là, effectivement, de pouvoir apporter aux dirigeants du secteur quelques clés de réflexion sur ces nouveaux business models. En termes de méthodologie, slide suivant, en fait, le choix a été fait d'avoir deux axes d'analyse. D'une part, un travail d'interview approfondi avec une quarantaine de dirigeants. Slide suivante, s'il vous plaît. De tout secteur, de tout segment, donc du mass market aux grandes maisons de couture, de structures à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires à plusieurs milliards, de DNVB à des acteurs hybridés dans le retail et dans le wholesale. Adossé à ça, parce que ça nous semblait absolument fondamental, ce matin, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail, mais je vous invite à regarder. Il y avait cet enjeu aussi à pouvoir donner aussi des éclairages de nature financière, donc en s'adossant à des données publiques françaises et internationales, pour démontrer à quel point des modèles gagnants ont la capacité dans le temps à avoir des trajectoires et une dynamique positive, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou en termes d'EBITDA. En un clin d'œil, slide suivant, ce qu'il faut retenir de ces éléments-là et qui fait évidemment résonance avec cette réflexion et votre réflexion sur les nouveaux modèles, ce qui nous a absolument marqué, c'est qu'on a un niveau de convergence très très fort
dans la synthèse et dans les enseignements qui sont issus. Pour l'ensemble des dirigeants, il y a un certain nombre de prérequis. Il y a 5 thématiques majeures qui doivent faire partie aujourd'hui de l'agenda des équipes de direction des marques de mode. Il y a des caractéristiques transverses au modèle gagnant et puis des facteurs de résilience. Sur les prérequis, et ça fait écho avec ce que disait Clarisse, slide suivant, en fait, on a été marqué par le fait qu'aujourd'hui, 100% des dirigeants ont absolument réinsisté sur la nécessité de rénover le modèle en reprenant déjà, je dirais, la main, en reprenant de la puissance dans une réflexion sur la proposition de valeur. On parle de moyennisation, vous le verrez dans un instant, de l'offre. Je pense qu'il y a cette prise de conscience, en tout cas 100% des dirigeants l'ont mis comme élément prioritaire, le fait de se réinterroger sur la proposition de valeur, la clarté de la cible client, la capacité à proposer autre chose que du produit et de redonner du sens à la marque. Tout ça avec une capacité très forte à aller beaucoup plus loin en termes de stratégie RSE et de pouvoir s'ouvrir à l'international. Les autres prérequis, et Clarisse en a déjà parlé, c'est pour eux la nécessité de se redonner une exigence très forte en termes d'excellence opérationnelle, d'indicateurs de suivi. Et c'est revenu de manière absolument systématique avec cette quarantaine de dirigeants qui ont absolument souligné cette nécessité absolue, donc en synthèse, de gagner en singularité, de redonner du sens à la marque dans des dynamiques responsables et internationales et de travailler l'excellence opérationnelle. Slide suivant. Nous avions identifié 5 thèmes majeurs qu'ils ont validés, qui sont en fait systémiques, hein, et c'est pour ça que ces transformations de business model est complexe. C'est parce qu'elle, en fait, elle combine plusieurs ingrédients. Il y en a 5 identifiés comme prioritaires. La culture et la dynamique de transformation, et que Clarisse évoquait, hein, sur la question de l'agilité et la capacité à développer la polyvalence, la responsabilité, l'autonomie des équipes, la mutation des chaînes de valeur, et là je vais approfondir ce point-là évidemment qui est au cœur de ces 2 jours, l'approche par la valeur client, qui est un élément absolument fondamental aujourd'hui parce que ça apporte une nouvelle analyse de la valeur qui aujourd'hui est de plus en plus forte dans la façon dont on analyse les actifs. Et cette approche par la valeur client, elle est issue des entreprises de type DNVB et elle est aujourd'hui, elle est permise par la data notamment. Et puis évidemment, des questions de responsabilité et puis d'innovation. Slide suivante, s'il vous plaît. Ces 5 thèmes, ce qui est très intéressant, c'est de voir dans quelle mesure ils sont importants, stratégiques aujourd'hui pour les dirigeants et quel est le niveau de maturité. Ce qu'il faut retenir en fait de ces premiers éléments, quand vous voyez sur la partie de gauche, aujourd'hui, il y a 2 thèmes qui sont une absolue priorité pour l'ensemble des dirigeants, c'est évidemment la RSE et cette capacité à pouvoir ouvrir une réflexion sur la data. Le modèle marchandise, et ça c'est une enquête qui a eu lieu il y a 6 mois, était le 3e thème et 80% des dirigeants considéraient que c'était un thème stratégique. Et je vous invite à regarder la partie droite du tableau, ce qui est interpellant. Et je pense que si on refaisait ce questionnaire aujourd'hui, je pense que les chiffres seraient radicalement changés. C'est que ce thème sur le modèle marchandise, les dirigeants considèrent que seulement 40% d'entre eux sont relativement bien avancés, 20% des marques. Ça veut dire que globalement, il y a à peu près 2 tiers des dirigeants, il y a 6 mois, qui considéraient être en ordre de marche pour pouvoir aborder ce sujet. La réalité, moi, aujourd'hui, c'est que quand je questionne les dirigeants, quand je travaille à leur côté, j'ai envie de dire que ce sujet, il est dans 100% des agendas. Donc, je pense qu'il y a eu un phénomène d'amplification et d'accélération au-delà de la prise de conscience, que ce sujet est au cœur de la transformation de nos marques de mode et que c'est un sujet qui englobe une dimension organisationnelle, une dimension technique
et de lien avec les fournisseurs, mais également une dimension humaine très forte, puisqu'elle joue sur les métiers et elle joue aussi sur la lecture de l'équation économique de l'entreprise. Le temps nous est compté, donc malheureusement, je n'ai pas le temps de commenter les autres résultats. Je voulais juste compléter ce graphe, puisque nous avions aussi interviewé les dirigeants sur leur niveau de sensibilité au made-in, à la seconde main, à la précommande, à la location et à l'abonnement, qui sont pour moi des éléments extrêmement structurants de cette refonte des modèles marchandises. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a à peu près les 2/3 des dirigeants interviewés qui considèrent que le Made in est un élément extrêmement important de réflexion pour eux, avec malheureusement, je dirais, moins du tiers des répondants qui se considèrent comme avancés ou en démarrage sur ce sujet. Donc, on peut voir cette réponse, je dirais, de manière positive, c'est que le champ des possibles est encore très vaste et en tout cas, il y a une vraie, je dirais, prise de conscience, maturation autour de ces sujets et une accélération du traitement de ces sujets par les acteurs de la mode. Slide suivant. En termes d'enseignement, sur les caractéristiques des nouveaux modèles économiques et les caractéristiques surtout des modèles gagnants, ce qu'il ressort, c'est 3 messages. Quand on regarde, et c'est des messages qui sont essentiellement adossés, évidemment, à des analyses économiques et financières d'un panel de 300 acteurs de la mode nationale, marque nationale et marque internationale. Premier enseignement, c'est les modèles gagnants sont hybrides. On va beaucoup parler d'hybridation de l'offre dans un instant, mais je dirais que l'hybridation, elle est beaucoup plus globale que ça. L'hybridation, elle se traduit par une multiplication des marchés, une multiplication des canaux de distribution pour pondérer les risques et surtout multiplier les points d'ancrage sur les marchés et par rapport aux clients. Il y a une vraie corrélation très très forte entre la croissance de l'EBITDA et la capacité pour les acteurs à avoir, je dirais, transformé de manière extrêmement rapide le poids de l'international, le poids du multicanal, y compris d'ailleurs pendant la crise où on a vu certains acteurs particulièrement résilients être capables de passer de passer de 10% à 30%, 40%, 50% de poids du digital en l'espace de quelques semaines. Les modèles gagnants raccourcissent le temps et l'espace. Tout à l'heure, Clarisse nous interpellait effectivement sur la question des temps d'exécution, que ce soit en termes de sourcing ou de time to market. Oui, il y a un enjeu de rapidité, ou en tout cas, à minima, je dirais, d'articulation entre du temps long et du temps court, avec cet enjeu de la flexibilisation qui est au cœur des réflexions sur le modèle marchand. Je pense qu'une des questions cruciales qu'on a tous aujourd'hui à traiter, c'est comment on passe de taux d'engagement avant saison, je dirais de 80% en moyenne quand on est un acteur de moyenne gamme, à 60%. C'est une vraie question parce qu'évidemment, ça re-questionne la marge brute, ça re-questionne la prise de risque et ça re-questionne aussi les hypothèses prises en termes d'écoulement et de VMH. Le troisième enseignement, c'est que les modèles gagnants, ils excellent dans la qualité de l'exécution. On revient dessus et je répète effectivement ce point-là. Ça a été identifié comme un prérequis indispensable dans le cadre de nos interviews. Tous les benchmarks qu'on peut faire aujourd'hui dans la nature des indicateurs utilisés pour piloter les ventes, piloter les stocks, piloter les écoulements, piloter la décote. À chaque fois, moi, je suis marquée par, l'écart et l'hétérogénéité, je dirais, du cockpit du dirigeant et de ses équipes, et je dirais du déficit de certains indicateurs et surtout du déficit d'une capacité à lire ces indicateurs de manière simple, de manière systématique au quotidien et surtout de manière partagée. Et je pense qu'un des enjeux clés, c'est de se dire qu'au fond, on a une chaîne de valeur et surtout une chaîne humaine qui aujourd'hui doit absolument se resserrer autour de quelques indicateurs fondamentaux qui manquent aujourd'hui dans un grand nombre d'entreprises et qui en plus impliquent une vraie question d'autonomie et de délégation des équipes opérationnelles. Je passe vite, je vois que le temps passe. Je vous propose d'aller slide 9 directement. Sur la mutation des chaînes de valeur, agiliser, flexibiliser le modèle marchandise. Moi, en tout cas, je considère que c'est vraiment la priorité de l'année 2021.
Comme je vous le disais tout à l'heure, moi, j'ai 100% je dirais des équipes que je peux côtoyer dans le secteur qui ont attaqué ce sujet avec cette idée de dire soit on l'attaque aujourd'hui et de manière très rapide, soit on a une vraie question de pérennité. Et j'ai envie d'aller plus loin. Moi, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience que c'est par la mutation de ce modèle marchandise que le succès des marques sera au rendez-vous demain, tout simplement parce que les modèles actuels ont véritablement atteint leurs limites. Page 10, s'il vous plaît. Elles ont atteint les limites avec, je dirais, 5 limites identifiées de manière majeure. Une vraie remise en cause des saisons. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on fait tous le constat que nos performances et les performances des démarrages de saison sont systématiquement en deçà des attentes. Des structures de collection et des calendriers d'offres qui sont trop rigides, que ce soit dans des logiques automne-hiver, printemps-été ou même dans des logiques de cadencement où on a des stylistes, des chefs de produits, des acheteurs qui sont véritablement enfermés dans ces structures, des structures qui sont souvent la répétition du passé, souvent devenues extrêmement complexes parce que en cherchant à absorber des besoins spécifiques je dirais, de clients wholesale ou de marchés internationaux, avec une pression monumentale sur la marge brute qui de toute façon a mécaniquement poussé à des circuits longs, voire ont poussé je dirais, à dégrader le produit dans ses qualités stylistiques ou intrinsèques, hein, que ce soit en termes de matière, de montage ou de finition. Ce qui a conduit quand même à un certain nombre de pratiques d'achat contre-performantes où on est rivé sur la marge brute et où on a quand même beaucoup d'acheteurs et de chefs de produits qui ne savent pas, qui ne peuvent pas, en tout cas, qui ne sont pas formés, accompagnés pour piloter une valeur globale de leurs achats, une performance globale, incluant des logiques de rotation, incluant des logiques de décote. Et c'est vrai que systématiquement, quand on pose la question à des équipes off du niveau de contribution d'un achat, y compris d'un best-seller à l'entreprise, la réponse est extrêmement difficile et c'est tout à fait normal. Et avec cet enjeu finalement d'acheter du trafic, d'acheter du chiffre d'affaires par la promotion et en assumant une érosion structurelle de l'EBITDA depuis plusieurs années. Donc tout l'enjeu, c'est effectivement de transformer ce modèle, de dépasser ces limites-là et de se repencher, je dirais, très fortement sur des taux d'engagement qu'il faut absolument flexibiliser. Et une fois de plus, moi, la bonne nouvelle, et moi j'aimerais partager avec vous cette bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, qu'on soit dans l'entrée de gamme jusqu'à, je dirais, le luxe abordable, cette évolution du taux d'engagement, il est en train d'être travaillé. Et aujourd'hui, cette évolution, on n'est pas sur une évolution de l'ordre de 2 ou 3 points, on a vraiment des changements de paradigme forts avec une capacité aujourd'hui à trouver des solutions qui font bouger de 10, 20, voire 30 points ce taux d'engagement avant saison. Le corollaire, c'est évidemment de pouvoir jouer sur des lead times différents et de se rapprocher de bassins de sourcing de proximité jusqu'à aller trouver des solutions de type Made in France. Et c'est le cas aujourd'hui d'acteurs de la grande distribution. Et je sais que moi, je salue mon amie Karine Relouille, hein, qui aujourd'hui dirige une manufacture de layettes et qui sait trouver les moyens de travailler avec notamment des grands acteurs de la distribution pour leur apporter des solutions de Made in France et considérablement réduire les lead times. C'est aussi une capacité à retravailler des ventes moyennes hebdo de manière extrêmement différenciée pour pouvoir, en conséquence, mieux travailler les taux d'écoulement avant solde et mieux travailler le taux de démarque. Alors, 3 leviers pour y arriver et de manière très concrète, très, très opérationnelle. Pour la slide suivante, s'il vous plaît, pour moi, les 3 leviers sont évidemment absolument articulés et doivent se travailler de manière concomitante. C'est s'attaquer au calendrier de l'offre, repartir du consommateur, repartir des besoins et être capable, je dirais, de repartir d'une feuille blanche et de redéfinir pour chaque marque un calendrier d'offres qui s'adosse aux véritables besoins consommateurs. Et ça, très concrètement, ça passe par la data, ça passe par une capacité à
revisiter les structures de collection et retravailler l'hybridation de l'offre. Donc, on démoyennise, on retravaille des logiques de permanent, on intègre des logiques de capsules et de drop, et on a une approche, je dirais, de l'offre saisonnière extrêmement différenciée par catégorie de produits et par typologie de produits. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est repartir dans une logique où on redéfinit une partition à la semaine, au mois. On oublie les entrées de saison contre-performantes. On se redonne une partition où la marque prend la parole de manière très différente et où on va jusqu'à la définition de mécanique de gestion de l'offre quasiment au produit, à la catégorie de produits. C'est un travail très important qui est à mener avec les équipes créatives, avec les équipes produits, les équipes achats, les équipes supply. Et ça suppose au niveau de l'offre de se redonner les moyens de lire différemment les collections. Le second levier, c'est la flexibilité, la réactivité. Ça passe évidemment par un travail beaucoup plus fort de refonte du portefeuille de sourcing, en travaillant en logique partenariale. Clarisse l'évoquait. Il ne faut pas se tromper, les meilleurs du monde qu'on connaît par cœur, ce sont des acteurs qui, depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ont su travailler ces logiques partenariales. Les petites marques qui se développent, celles qui sont hyper successful actuellement, ce sont aussi des marques qui ont su, dès le démarrage, se mettre dans des logiques de partenariat avec quelques fournisseurs sur lesquels elles ont accepté des engagements pluriannuels. Le troisième levier, c'est l'optimisation de la décote, que ce soit les soldes, que ce soit via les soldes ou les promotions. C'est un sujet compliqué. Moi, je ne crois pas du tout à des gros coups de barre. Je pense que c'est des sujets sur lesquels il faut être très précautionneux. La bonne nouvelle, c'est que sur ce sujet-là, des outils simples existent pour pouvoir maximiser à court terme ce taux de décote et être capable, en sucre rapide, de gagner 5 à 10 points. Je passe rapidement les slides suivants. Je pense que la présentation, de toute façon, sera disponible. Voilà, vous verrez dans le détail quelques éléments très concrets d'activation de ces 3 leviers. Juste en termes d'illustration sur l'hybridation, j'ai volontairement mis 2 exemples extrêmes que sont Suprême, qui adosse évidemment son business model sur le drop, mais aussi Asphalt, qui a créé sa marque sur des logiques on-demand. Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces deux marques extrêmes dans ces approches-là sont aujourd'hui sources d'inspiration. Il y a énormément de marques qui aujourd'hui s'adossent à ces approches-là pour hybrider leur offre et travailler progressivement ces logiques-là. Quand on regarde le résultat de ces approches-là, elles sont, dans la majorité des cas, extrêmement contributives. Comme vous le savez, Promode est en train de développer cette approche de on-demand. Ce n'est pas la seule marque à développer cette approche-là aujourd'hui. C'est très intéressant et quand on modélise dans le détail ces approches de précommande ou ces approches on-demand, on s'aperçoit qu'en termes de contribution globale, quand on approche le sujet en termes de coût complet, donc intégrant la marge brute, intégrant des hypothèses de décote et d'écoulement et intégrant cette logique de coût complet, on voit qu'on a un niveau d'écart qui est extrêmement faible en termes de coût complet, avec une génération de valeur qui est très intéressante. Alors, effectivement, ça demande de se poser, de prendre le temps de modéliser. Les équipes financières sont effectivement clés dans ce travail-là, puisque ça implique aussi une nouvelle lecture de l'équation économique de l'entreprise. Voilà, il est 9h59, je vous propose d'aller à la slide de conclusion. Moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est que on voit bien que ces 3 leviers nécessitent un travail, je dirais, profond de réflexion avec vos équipes métiers. Et je dis vos équipes métiers parce que pour mener ces réflexions-là,
l'offre, la supply, la finance, le commerce sont absolument fondamentaux. L'intérêt de cette réflexion, c'est qu'elle amène les équipes, en tout cas, à identifier des axes de progrès accessibles, activables, avec une capacité à trouver du sucre rapide, à ROI fort, et aussi du sucre lent. Mais tous ces éléments-là, en sortant les marques d'une vision univoque et en étant capable de travailler à plein votre singularité et votre nouvelle équation économique. Voilà. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée.